Donc, aujourd'hui, nous allons voir un sujet très intéressant et il concerne les travailleurs autonomes. Et vous allez voir, 50 de la moitié, presque la moitié de votre clientèle sera sûrement des travailleurs autonomes. D'accord? Et pourquoi les gens, à votre avis, ils se dirigent vers le statut de travailleur autonome? Pourquoi à votre avis? J'aimerais bien. Donc, le travailleur, les gens se dirigent généralement vers le travail autonome. C'est juste pour, par exemple, faire face à l'impossibilité de décrocher un emploi qui convient, qui est approprié à leur qualification. En tant que travailleur, on ne peut pas être considéré comme un travailleur autonome ou comme un salarié. Donc, il faut trancher dans le statut d'un travailleur. Est-ce qu'elle est autonome ou travailleur salarié? Généralement, Agence Revenu Canada et Revenu Québec, ils se basent sur 6 critères. Donc, la subordination effective, critères économiques ou financiers, la propriété des outils de travail, l'intégration des travaux effectués, le résultat particulier du travail et enfin, attitude entre les parties. D'accord? Tout ça, ces critères, on va les voir pour définir est-ce que le travailleur il est autonome ou bien il est salarié. Voici les 6 critères. Regardez, pour déterminer si une personne est considérée comme un travailleur autonome ou comme un salarié, l'administration fiscale, Agence Revenu Canada et Revenu Québec pour la province du Québec, évalue le degré de subordination existant entre lui et son client ou son employeur. D'accord? Le travailleur autonome en général est une personne qui a le libre choix et il est libre de choisir quels sont les moyens qu'il faut utiliser pour réaliser et exécuter un travail édicté par un contrat signé entre les deux. OK? Il n'y a aucune relation de subordination de chef ou de subordonné entre le travailleur dit autonome et la personne qui lui demande d'exécuter un travail contracté entre les deux personnes. Par contre, le salarié, c'est une personne qui a un contrat signé entre lui et son employeur. Et dans le contrat, vous aurez quels sont les travaux, les tâches, les fonctions qu'il doit effectuer pour respecter le contrat. On lui dicte qu'est-ce qu'il faut faire, comment faire. Et aussi, il y a la rémunération. C'est un salaire qui est normalement basé sur les heures travaillées. D'accord? En plus, dans le contrat, on peut indiquer et mentionner quels seront les outils, les moyens techniques, matériels à mettre à la disposition du salarié pour qu'il puisse réaliser les tâches qui lui ont été attribuées dans les bonnes conditions. D'accord? Ça, c'est un petit résumé qui fait la différence entre travailleur autonome et un salarié. Maintenant, on va voir les 6 critères, donc 6 critères qui permettent de déterminer le statut de travailleur. Donc, j'ai dit il y en a 6. La subordination effective dans le travail, le critère économique ou financier, la propriété des outils de travail, l'intégration des travaux effectués, le résultat particulier du travail et enfin l'attitude des parties quant à leur relation d'affaires. Et regardez ici, il y a une petite différence entre les critères d'évaluation entre l'Agence du Revenu Canada au niveau fédéral et le Revenu Québec au niveau provincial de la province du Québec. D'accord?
on va essayer de voir. Donc, je vous ai déjà envoyé ce document-là. On ne va pas s'entarder là-dessus. Et on va essayer de voir d'une manière sommaire ces critères pour qu'on puisse aller faire un petit cas pour pratiquer les notions qu'on va voir chez le travailleur autonome. Le premier critère, la subordination effective dans le travail. Vous avez un salarié et vous avez le patron. Il y a un lien qui lie les deux, c'est le contrat. Dans le contrat, on fixe les horaires du travail, les jours fériés, le salaire fixe ou variable, les tâches et même les sanctions. D'accord? Les sanctions, si jamais il fait des choses contre la législation ou le règlement interne de l'entreprise, il sera sanctionné. Donc, cette relation-là, ça donne une subordination effective, réelle, intrinsèque entre le salarié et celui qui l'a embauché, c'est-à-dire l'employeur. Par contre, le travailleur autonome n'a pas ces conditions-là. C'est quelqu'un, comme vous l'avez dit, il est libre, il n'a pas de chef ni de patron, il n'a pas quelqu'un qui va lui dicter fais ça, si tu ne fais pas ça, etc. Donc, c'est quelqu'un qui est libre de faire ce qu'il veut et de programmer comment faire la tâche qu'on va lui confier. D'accord? Donc, ça, c'est la subordination effective dans le travail. Deuxième critère économique ou financier. C'est très simple, je vais vous le dire. Le salarié, normalement, il ne va pas se soucier de son salaire, d'accord? Il n'a aucun risque de perdre le salaire, bien sûr, s'il est bien appliqué et discipliné dans l'entreprise. Et il a des vacances réglementaires et des avantages sociaux, comme par exemple régime de rente complémentaire, régime privé d'assurance maladie, etc. D'accord? Par contre, le travail autonome, il peut perdre comme il peut gagner. Et normalement, comme le salarié, il a des outils de travail qui ont été fournis par l'employeur, le travailleur autonome, c'est lui qui doit acheter et se procurer les outils de travail et honorer les dépenses de fonctionnement de son entreprise. D'accord? Donc, ce qu'on appelle le critère économique ou financier. Troisième critère, propriété des outils. Un salarié qui travaille, par exemple, dans les ressources humaines, dans une entreprise comme agent de ressources humaines. Donc, les outils avec quoi il travaille, ce n'est pas lui qui les a achetés, c'est l'employeur. Donc, les outils, le bureau, ordinateur, fax, imprimante, chaise, table, projecteur, fourniture de bureau, tout ça, sont fournis par l'employeur, ok, son patron, par l'entreprise. Par contre, le travailleur autonome, quand vous allez appeler un travailleur autonome pour faire des réparations chez vous, ce n'est pas vous qui va lui acheter les outils de travail, ben, c'est lui qui va s'en occuper. Donc, les outils, les matières, le matériel avec quoi le travailleur autonome va travailler, c'est lui qui va en assumer la responsabilité de leur acquisition. Par contre, le salarié, non. Le salarié, il rentre dans le bureau, tout est bien équipé, il n'a rien engagé, aucun sou. D'accord? Ça, c'est la propriété des outils. Quand vous allez, par exemple, chez un travailleur autonome, un mécanicien, un travailleur autonome, ce n'est pas vous qui va lui donner le beurre et l'argent du beurre. Vous allez lui donner juste l'auto. Et c'est à lui de s'en occuper avec ses propres outils, ses propres machines, propres matériels. D'accord? Maintenant, si vous allez chez un garage, et le garagiste, c'est un salarié, ben vous allez trouver que le salarié, là, il a les outils, mais ce n'est pas lui qui a acheté les outils. C'est son patron. Cependant, son patron, c'est un travailleur autonome.
Donc, le travailleur autonome, quand il va recevoir une voiture, ben, tout le matériel nécessaire, les machines nécessaires pour fournir la prestation de réparation, d'entretien, etc. de l'auto, c'est à lui de les acheter. Quatrième critère, intégration des travaux effectués. Le travailleur autonome, généralement, l'activité principale du travailleur autonome, c'est de fournir beaucoup de services à plusieurs clients. Par contre, le salarié, normalement, il est considéré de travailler juste pour un seul employeur. D'accord? On ne peut pas travailler pour plusieurs employeurs, c'est juste un seul employeur. C'est-à-dire, il peut travailler chez 3 employeurs. Par exemple, il travaille le matin chez, par exemple, un mécanicien comme salarié, mais il doit servir les clients de cet employeur-là. Il ne peut pas servir d'autres clients d'autres personnes. C'est le salarié. Le travailleur autonome, normalement, il peut offrir ses services à plusieurs clients. Par contre, le salarié, non. Il sert les clients de son employeur, d'où provient son revenu. Cinquième critère, résultat particulier du travail. Le travailleur autonome, quand on lui confie un travail, normalement, on s'entend sur le résultat. Je vous donne ce local pour la peinture. Voici qu'est-ce que j'attends de ce travailleur autonome. Et c'est à lui hein, comment dirais-je, de s'organiser pour atteindre l'objectif et la raison pour laquelle j'ai fait appel à ce travailleur autonome. Par contre, le salarié, ce n'est pas la même chose. D'accord? Le salarié, il s'est mis personnellement au service de l'employeur pour une certaine période. D'accord? Pour la relation d'affaires, normalement, une fois j'ai terminé le travail autonome, quand il termine la peinture, ça y est, le contrat il est terminé, la relation il est finie. Mais le salarié, normalement, il est toujours lié avec le contrat, avec son employeur, même s'il finit les tâches. Regardez, par exemple, il a dans un garage de mécanique, l'employé, le salarié, s'il finit la préparation d'une auto, ça peut dire que c'est terminé entre lui et l'employeur. Non. Il finit l'autre, il ramène l'autre auto, etc. Par contre, un travailleur autonome, je suis un mécanicien, j'ai besoin d'un travailleur autonome pour une tâche concernant l'électricité. Je vais l'appeler, écoutez, j'ai un problème, est-ce que vous pouvez venir dans mon garage pour m'aider à régler un petit problème d'éclairage? Le travailleur autonome, il va venir dans mon garage, il va réparer et ça se termine là. Donc, la tâche pour laquelle il a été appelé, il a été réalisé et c'est fini. D'accord? Cinquième critère, attitude des parties quant à leur relation d'affaires. Normalement, le salarié, son employeur, il a des obligations vis-à-vis de l'employeur, ce qu'on appelle par exemple les cotisations au régime d'assurance parentale, par exemple pour 2020-21, c'est 0,694, pardon. Et pour les retraites Québec, c'est 5,90% de salaire brut total. Assurance emploi, 1,20%. Fonds des services de santé, moyen de 1,65%. CNSST, la commission des normes de l'équité, commission des normes de l'équité du travail, de la santé, de l'équité et de la sécurité au travail. Donc, c'est quelque chose que l'employeur est obligé de faire vu la relation entre lui et le salarié. D'accord?
Donc, tout ça pourrait déterminer quel est le statut du travailleur. D'accord? Moi, je suis un travailleur autonome. Donc, il n'y a personne qui va cotiser pour moi. D'accord? Donc, je suis autonome. Alors que le salarié, il a son employeur qui est obligé par la loi de faire ce qu'on appelle des contributions patronales à côté des contributions salariales. D'accord? Donc, voici les 6 critères pour déterminer le statut d'un travailleur, soit autonome, soit salarié. Est-ce que vous avez des questions, s'il vous plaît?